Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour te parler de mon parcours professionnel. Pas qu'il soit intéressant en soi, mais c'est juste pour te dire que quand on est au potentiel, hypersensible, qu'en fait il y a une facilité à s'adapter aux autres, voire à se suradapter. J'avais pas de prédisposition spécifique dans la vie. Mon père était dentiste, ma mère avait travaillé dans la banque et mon père me voyait bien être orthodontiste parce qu'il disait qu'être dentiste était difficile nerveusement pour une femme. Donc en fait, très rapidement, j'avais gardé ça en tête étant donné que j'avais pas d'idée spécifique sur ce que je pourrais faire, ce pourquoi j'étais douée. Si ce n'est que je savais que j'étais douée, minutieuse, que je pouvais porter mon attention sur des choses qui m'intéressaient pendant longtemps en fait. Donc j'ai fait 2 fois la première année de médecine, mais j'ai fait pendant cette période-là de l'anorexie mentale, tellement j'en avais marre d'emmagasiner des connaissances qui, à l'époque je ne le savais pas, mais en fait ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Et donc du coup j'ai échoué. J'ai raté, c'est un concours, c'est hyper sélectif. Et je suis sortie de là, j'étais déprimée, j'avais une estime de moi, une confiance en moi qui était proche de zéro. Du coup, cet été-là, j'ai une cousine qui m'a dit tiens, ils recrutent dans la banque. Et je me suis dit ah bah son, je peux y aller, c'est quasi sûr que je ne serai pas prise. Tellement je doutais de mes compétences et de mes qualités. Finalement, j'ai été prise. J'y suis restée 17 ans dans la banque et l'assurance. J'ai changé de job tous les 2 ans et demi globalement. J'ai changé de job tous les 2 ans et demi, sachant que j'ai eu 2 enfants pendant cette période-là. J'ai subi du harcèlement moral. Il faut bien le reconnaître, parfois ça arrive parce que tu arrives dans un poste et il y a plein de jeunes qui arrivent et les postes intéressants, c'est-à-dire c'était en contact avec les clients, ben, il y avait du favoritisme. Donc voilà, sauf que moi je suis née pour me battre, c'est-à-dire que quand ça n'a pas de sens, je vais laisser tomber, mais si ça vient toucher mes valeurs, clairement je ne lâche jamais le morceau. Donc voilà. Suite à ça, alors je ne te parle pas du harcèlement, hein, mais suite à cette entre guillemets carrière de 17 ans dans la banque, je suis arrivée, à l'époque c'était à Paris, un peu en province, du côté de Brive, et puis finalement je suis arrivée au Mans. Et quand je suis arrivée au Mans, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais que j'avais une forte capacité de m'adapter, puisque j'ai fait 7-8 postes en 17 ans. En tout cas, j'en ai fait au moins 6. 7-8, je ne sais pas, mais au moins 6, c'est sûr. Et donc, suite à ça, je me suis dit que si j'avais la capacité de m'adapter à un job dans le système bancaire et de l'assurance, j'avais certainement la capacité à m'adapter à un nouveau job aussi en dehors de la banque. Je me suis demandé quoi faire. J'ai travaillé un peu dans les cantines, mais parfois voir comment les enfants étaient traités par les personnes qui surveillaient la cantine, et parfois même c'était des institutrices. J'étais horrifiée de ça. Donc du coup j'ai décidé, voilà, j'avais des amis qui étaient aides-soignants et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer, c'est au contact des autres, tu aides les personnes. Et puis j'ai fait 2 stages, un dans une maison de retraite. Au bout de la première journée je voulais même plus y mettre les pieds, pas parce que j'avais vu quelque chose de spécifique, mais rien que d'entendre le discours, ça me mettait hors de moi. Et alors pas tout le monde, hein, mais la personne qui était responsable du personnel, de la logistique, voilà, ça pour moi, la directrice, directrice globalement, ça me mettait hors de moi.
Et puis, du coup, à l'époque, j'avais le bac, donc en fait, j'étais dispensée de l'écrit. Parce que c'est un concours pour être aide-soignante, j'avais juste l'oral. Et l'oral, en fait, j'ai eu 19 sur 20. Donc du coup, j'y suis allée. Ah oui, le deuxième stage que j'avais fait avant de devenir aide-soignante, c'était dans un service de soins palliatifs. Et là, je dois reconnaître que vraiment, je me suis dit, si être aide-soignante, c'est ça, clairement, je veux, parce qu'il y avait tellement de respect de la personne, des autres. Même l'aide-soignante que j'accompagnais, elle était même tellement à l'écoute de mes freins, parce que j'avais jamais été au contact de la peau des autres, je veux dire des personnes que je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'était assez nouveau et assez déstabilisant. Mais elle a vu que j'avais des qualités. Donc j'ai passé le concours, j'ai 19 sur 20, donc voilà. J'ai fait tous mes stages. Certains stages, c'était difficile. Il y a d'autres stages où moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'était vraiment les personnes avec qui j'étais en contact. Parfois, je pouvais être horrifiée par le comportement de certaines collègues, pas forcément être soignant, hein, ça pouvait être du personnel de service, dans la manière dont ils traitaient les personnes, ou dont au contraire ils les ignoraient. Et ça, c'était dur pour moi, parce que j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit. En fait, c'était la norme, et voilà. J'ai été aide-soignante, mais jamais en CDI, parce que je voulais pas me retrouver un jour à venir à reculons, parce que quand tu viens à reculons dans un poste, souvent tu deviens au moins indifférente aux autres, et comme là, les autres, c'était des personnes qui étaient fragiles, vulnérables. En tout cas, ça me semblait impossible un jour d'aller dans un endroit au contact de personnes où en fait j'y irais juste à reculons. Donc j'ai toujours fait que des CDD. Même parfois, ça m'est arrivé de prendre un poste en CDI et de dire que je voulais un CDD, justement pour cette raison-là. Et j'ai été prise d'ailleurs. Donc voilà. Et puis, il y a eu un moment où j'ai été confrontée à moi-même. Déjà, j'ai pas un gabarit physique qui me permet de soulever vraiment des personnes. Je peux pas compter sur mon physique sur ma capacité physique. Et puis aussi, mon papa a eu la maladie d'Alzheimer. Et ça me mettait face à des personnes que je pouvais aider, sachant que je ne pouvais pas aider mon papa puisqu'il n'était pas dans la même région. Et donc du coup, mon corps est venu me parler, puisqu'en fait, j'ai commencé à me blesser au travail, là où avant, j'avais aucune difficulté. Et c'était pas tellement au travail que quand je rentrais à la maison, où je déclenchais des lumbagos, des choses comme ça. Donc voilà. Ça allait mieux dès que j'étais à la maison, et dès que je retournais au travail, à nouveau, je me blessais. Donc du coup, je me suis demandé quoi faire en amont, en aval après. Et c'est comme ça que j'ai découvert le BTS en économie sociale et familiale, ce qui me semblait bien, parce que je dois dire que aussi entre-temps, j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten. Et donc je devais faire vraiment très attention à tout ce que je mangeais, lire les notices. Mais du coup, ça m'a permis aussi de me former sur le lien entre l'alimentation et notre santé, comment ça influe fortement notre santé. Et donc voilà. Et donc du coup, dans le BTS en économie sociale et familiale, il y a une forte partie en alimentation, puisqu'ensuite tu accompagnes des personnes dans le milieu social pour les aider tu les accompagnes pour qu'elles aient une meilleure qualité de vie. Ça débouche sur plein de choses, mais bon, ce que je ne savais pas à l'époque quand j'ai commencé ça et qu'on ne me disait pas, c'est que avec un BTS en économie sociale et familiale, tu ne peux pas faire grand chose en fait. La seule chose que tu peux faire, c'est continuer des études. Sauf que les études, à l'époque j'étais déjà au Mans, c'était pas au Mans. Fallait aller soit à Angers, soit à Nantes. Et comme les enfants étaient jeunes, je ne me voyais pas faire autant de transport en train ou en voiture pour laisser mes enfants seuls. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait un BTS, mais qui n'a pas débouché sur grand chose. Mais j'ai appris certaines choses dans le domaine de l'habitat, de la construction. Et comme je suis curieuse de nature, c'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé en fait. Et donc j'ai travaillé un peu dans un biocoop suite à ça.
Et ensuite, du coup, comme j'avais l'habitude de prendre soin de moi, en fait c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à mon corps, à mon alimentation, à comment me soigner moi-même en fait, en changeant d'alimentation, parce que jusqu'à ce que je devienne subitement intolérante au gluten, je croyais que j'étais en bonne santé vu que j'étais rarement malade. Et puis ce pourquoi j'avais des difficultés, comme il semblait ne pas y avoir de solution, ben du coup je m'en étais fait une raison. Sauf qu'en fait ces symptômes auraient dû être des témoins d'alerte qu'il y avait quelque chose dans ma santé qui ne fonctionnait pas. Donc voilà, donc du coup je me suis penchée dessus, je me suis formée en autodidacte. Et un jour j'ai une copine qui m'a dit « mais je te verrais bien te mettre à ton compte ». Et en fait, c'est ainsi que je suis devenue entraîneur en alimentation vitalité pour accompagner les personnes à avoir une meilleure santé grâce à leur alimentation, avoir plus d'énergie, un meilleur sommeil, en comprenant aussi comment elle fonctionnait. Et ce qui est fou, c'est que quand je me suis lancée dedans, j'avais vraiment des difficultés de légitimité puisque je n'avais pas de diplôme au sens propre. Mais c'est surtout que, j'ai perdu ce que je voulais dire, ah si, ça y est, c'est surtout qu'en fait je me suis lancée dedans parce que les autres croyaient en moi. Moi j'y croyais pas du tout, mais comme les gens croyaient en moi, donc du coup je me suis lancée dans cette activité. Et puis il y a eu un moment où je me suis rendu compte que parfois les personnes, c'était pas un manque de connaissances qu'elles avaient, mais elles avaient des blocages. Je ne savais pas vraiment de quel ordre elles avaient, de quelle nature était leur blocage, mais je sentais qu'elles avaient des blocages et que j'étais pas formée pour ça. Donc du coup j'ai cherché quoi faire sans vraiment trouver quelque chose qui me convenait. J'avais envisagé la naturopathie, la réflexologie, à un moment même les huiles essentielles, la médecine traditionnelle chinoise. Et tout ça, ça me semblait hors de portée parce que très long, très coûteux. Bref, je voyais toujours des inconvénients sans voir suffisamment de bénéfices à me former dedans. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre des personnes qui venaient à un atelier sur comment changer son petit déjeuner pour avoir plus d'énergie. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai rencontré mes futures formatrices, puisque c'était 3 coachs. Et donc elles ont fait quelques temps plus tard une conférence au Mans sur le coaching. Et j'y suis allée pas parce que je m'intéressais au coaching, parce que j'avais la sensation de savoir ce qu'était le coaching et je voyais pas ce que ça pourrait m'amener. Mais quand j'y suis allée, ce qui m'a le plus interpellée lors de cette conférence, c'était de voir une personne qui semblait hyper timide et réservée, et pourtant être hyper à l'aise au moment de parler devant les autres. Et ça m'a tellement interpellée que je me suis dit que si le coaching, ça permet de passer de timide et réservé à une personne très à l'aise pour s'exprimer devant un public, ben c'était ça que je voulais. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le coaching. Pour le coup, là, j'ai vraiment vu les bénéfices du coaching et c'est comme ça que j'ai trouvé le financement pour me former au coaching. J'ai commencé dès le début de la formation à coacher des personnes. Alors pas les coacher en disant oui tu vas voir je vais t'aider. Non, c'était plutôt de dire voilà j'ai besoin de m'entraîner et je ne garantis pas les résultats parce que la première fois que j'ai coaché, j'avais un week-end de coaching de formation et j'étais clairement pas du tout sûre que ça donnerait un résultat. Et pourtant la personne que j'ai accompagnée était extrêmement satisfaite. Même moi j'étais surprise du résultat. Ce qui fait que pour être certifié, tu as besoin d'avoir 100 heures de rendez-vous client. Et normalement ma certification était au mois de novembre. Et au mois de juin, j'avais déjà mes 100 heures de rendez-vous client pour la certification. Après, évidemment, j'ai continué, mais la seule chose, c'est que j'ai arrêté de compter les heures de coaching que où j'avais pu accompagner des personnes.
et c'est ainsi que je suis devenue coach. Et à la fin de la formation, il y a eu, c'était au cours de l'année 2020, et donc il y a eu le Covid. Donc j'ai, là où dans le coaching, heureusement c'était le dernier module, là où ça me semblait impossible de coacher les personnes à distance ou au téléphone, du coup, de fait, puisque j'avais déjà des clientes, je les ai coachées au téléphone. Et je me suis rendu compte que j'étais extrêmement à l'aise pour coacher au téléphone. Ça, c'était la grande surprise. La deuxième surprise, c'était que, puisque j'ai découvert aussi à ce moment-là que j'étais hypersensible au potentiel émotionnel, la deuxième surprise, c'était que lorsque j'ai des clientes qui sont hyper émotives, parfois exprimer leur émotion devant quelqu'un, c'est compliqué pour elles et elles ne s'autorisent pas à exprimer leurs émotions. Ce qui fait que être au téléphone ou en visio, c'est très aidant puisque ça permet, quand elles sont au téléphone, je ne les vois pas. Elles sont chez elles en sécurité, dans un milieu où elles ont confiance et donc du coup elles peuvent s'autoriser à exprimer leurs émotions à leur rythme. Et quand c'est en visio, du coup, je leur dis qu'elles peuvent couper la caméra, même couper le son, sans forcément avoir à me prévenir à l'avance, puisque comme je suis aussi hyper empathique, même à distance, je vais ressentir leurs émotions parfois avant que ça arrive. Je ne dis pas systématiquement, hein, mais parfois je vais ressentir avant même qu'elles le ressentent. En tout cas, je me connecte à elles comme ça. Et donc depuis 2020, je suis coach pour les femmes hypersensibles en émotion et je les accompagne à comprendre comment elles fonctionnent en tant qu'hypersensibles, quel est leur mode de fonctionnement. Parce que quand tu comprends comment tu fonctionnes, quelles sont tes valeurs, ce qui te bloque, c'est beaucoup plus facile d'accepter qui tu es et du coup d'oser être qui tu es pour vivre tes rêves. Parce que quand tu es hypersensible au potentiel émotionnel, tu t'adaptes tellement aux autres, tu es tellement dépendante du regard et du jugement des autres qu'en fait, souvent tu vis une vie par procuration. Tu fais des choses parce que les autres t'ont poussé dans cette voie-là et pas vraiment parce que c'était un désir, une envie profonde. Moi j'ai réalisé qu'en fait j'étais partie dans une première orientation professionnelle parce que c'était ce que me disait mon père. Qu'ensuite j'ai travaillé dans la banque, mais c'était aussi la profession de ma mère avant que mon père s'installe en tant que dentiste. Et vraiment je me rends compte qu'en fait ça ne me convenait pas du tout. C'est vraiment que depuis que je suis à mon compte où je m'épanouis, et encore plus, là vraiment où je m'épanouis, c'est vraiment depuis que je suis coach, car ça me nourrit entièrement. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Je ne sais pas si tu as pu voir, j'ai les pieds dans l'eau. J'imagine que tu entends le bruit de la mer parce que comme tu as vu, j'ai pas de micro ni rien du tout. Et je te souhaite une très belle journée.